Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eurojuris, le réseau d'avocats et de commissaires de justice qui accompagne les entreprises, les institutions et les particuliers dans leurs démarches juridiques. Chaque épisode est un moyen de découvrir un membre du réseau, de découvrir ses spécialités et sa façon d'œuvrer chaque jour au service de ses clients. Écoutez les parcours inspirants des professionnels du droit qui redéfinissent chaque jour leurs pratiques. Aujourd'hui est un épisode un petit peu particulier puisque nous avons la chance d'accueillir Kaoutar Ben Moussa Cheraoui du cabinet ARPA et membre du réseau Eurojuris International. Bonjour Kaoutar. Bonjour. Donc avant de te présenter, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier, on va l'axer vraiment sur le côté international d'Eurojuris, puisque en plus d'être un réseau d'avocats et de commissaires de justice français, Eurojuris France fait partie d'Eurojuris International, ce qui nous permet de côtoyer des professionnels du droit du monde entier. Donc Kaoutar, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Oui, alors, bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Kaoutar, je viens d'Espagne et puis je suis d'origine marocaine et j'ai fait mes études en France, mes études supérieures, et j'appartiens au barreau de Montréal. D'accord, donc on est en plein dans l'international. Là, Oui, on très commence international, fort l'épisode. Sur 3 continents. Ok. Du coup, je t'explique un petit peu le principe du podcast. Donc, j'ai des cartes à jouer ici. Tu vas tirer une carte à jouer au fur et à mesure de l'épisode. Il y a des questions D'accord. inscrites dessus. Je te Ok. laisserai le soin de répondre aux questions. On échangera un petit peu et puis ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai plus de cartes. D'accord. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Je te laisse commencer. Par la première. Alors, comment collaborez-vous avec les autres membres d'Eurojuris International? Et bien, je dirais que la collaboration, elle se fait de manière très naturelle et fluide. On a pu rencontrer lors des congrès en fait, que Eurojuris International prépare. Et on a pu collaborer déjà avec certains membres. Il nous arrive parfois de recevoir de la part de nos consoeurs et confrères français des demandes concernant, par exemple, la réalisation d'un avis sur une réglementation espagnole. Et puis ça montre, je pense, ça témoigne de la confiance que les membres au sein du réseau ont les uns envers les autres. Et puis voilà, on collabore de cette façon-là. Quand on a besoin d'aide de la part de nos consoeurs et nos confrères. On communique facilement avec eux parce qu'on les connaît déjà, que ce soit professionnellement ou humainement. Et puis oui, la collaboration, elle se fait de manière assez efficace et humaine, je dirais. Et du coup, ça vous permet de gérer des litiges transfrontaliers ou des contrats internationaux, concrètement? Oui, effectivement. Vu qu'on appartient à Eurojuris International et que dans notre cabinet, on a vraiment une orientation assez ouverte vers l'international. Nous sommes un cabinet composé d'une centaine d'avocats et de collaborateurs basés en Espagne. Nous avons 3 bureaux, un à Pamplune, dans la région de Navarre, un autre à Saint-Sébastien, au Pays Basque, et un autre à Madrid. Et nous avons plusieurs équipes, notamment une équipe chargée en droit des affaires, en corporate, en droit international, c'est là où je suis moi, en droit de l'immobilier. Nous faisons aussi du contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du droit fiscal, un département aussi en droit social. Donc on touche un peu plusieurs domaines de droit. Et puis nous conseillons et nous accompagnons tant les petites que les grandes entreprises, notamment des investisseurs français qui souhaitent investir en Espagne. Et ça va de la constitution d'une société à la négociation d'un contrat, rédaction, etc. Et aussi des entreprises espagnoles qui souhaitent partir à l'international. Et quand on a un client qui souhaite investir en France ou dans un autre pays, comme le Canada par exemple, de par ma formation au Québec,
eh bien, on va naturellement en fait, contacter le confrère ou la consoeur qu'on a rencontré lors d'un congrès. Et ça va être plus simple que de chercher un autre avocat qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on n'a jamais discuté. Donc, ou même eux, dernièrement, il nous est déjà arrivé qu'un cabinet français nous contacte pour réaliser un avis et sur une réglementation espagnole. Donc, parce qu'on appartenait justement à Eurojurist International. Donc c'est facile de trouver le contact parce que la tête de telle personne, elle te parle, tu as déjà parlé avec elle ou avec lui, donc ça se fait rapidement. Oui, c'est plus facile du coup de travailler ensemble, de faire confiance à son expertise. Exactement. Et alors du coup, pour illustrer un petit peu, donc tu es inscrite au barreau au Québec. Oui. Tu exerces en Espagne. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Non, mais c'est vrai que c'est pas commun. Donc, ton quotidien, Oui. comment ça s'articule? Alors, moi, quand j'ai fini mes études en France, j'ai fait mon Master 1 et mon Master 2, et ma licence aussi. Et mon Master 2, en fait, il était entre la faculté de Lyon et Montréal. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec le Canada. La mentalité canadienne m'a beaucoup plu et j'ai décidé de passer le barreau à Montréal. Et puis, par la suite, j'ai toujours eu cette envie, je pense que c'est aussi de manière naturelle, peut-être de par ma vie privée, mes origines, etc., d'être ouverte vers l'international. Et j'ai toujours voulu rentrer en Europe. Et l'occasion s'est présentée avec le cabinet ARPA en Espagne. En plus, c'est dans la région où j'ai grandi. Et je me suis dit, j'ai vu des signes un peu partout. Et je me suis dit, il faut absolument c'est le moment de rentrer en fait en Europe et pouvoir lier tous les pays où j'ai vécu et notamment la France avec l'Espagne. Ça m'a toujours intéressé de faire. Je suis spécialisée en droit des affaires, donc pouvoir servir de pont, de passerelle un peu franco-espagnole, c'est ce qui m'a toujours attirée. Donc voilà, on a des dossiers même au Canada qui sont ouverts et puis voilà. D'accord, donc tant le cabinet ARPA que le réseau Eurojurist International, c'était un peu Oui. une évidence pour toi, quoi. C'était vraiment, Oui. de par ton parcours, c'était fait pour toi, quoi. Oui, je pense aussi. Ça s'est fait naturellement. Je suis arrivée au cabinet. Le cabinet il faisait déjà partie de Eurojurist International. Et voilà, je me sentais chez moi. Super. Mais on va continuer avec la prochaine question. Je te Très laisse bien. prendre une nouvelle carte. Quelle est la dernière innovation dont vous êtes fier au cabinet? Je pense à deux. La première, je dirais, c'est la création du projet Francophone Desk, qui est un projet en fait qui va ouvrir, je l'espère, le marché ARPA et Espagne au marché francophone. Et je dis francophone parce que nous ne visons pas que la France. Comme je t'ai dit, vu que j'ai fait mes études au Québec, donc le Québec aussi rentre dans ce projet-là. L'Afrique, la Suisse, la Belgique également. Donc ça serait, je pense, ce projet-là, parce que je suis la responsable, et on va dire c'est un peu mon petit bébé. Et puis la deuxième innovation, ça c'est à titre humain. C'est la création et la participation en fait à la construction d'un centre pour enfants en situation de handicap à Dornala, en Inde. Et c'est un projet ça tient beaucoup à cœur à toutes et à tous au sein de ARPA. Et c'est un projet très humain et très solidaire qui nous rend très, très fiers. Alors du coup, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus, parce que c'est vrai que si le développement dans les pays francophones, on comprend assez aisément, ça va être sûrement d'ouvrir des cabinets, comme tu l'as dit, en France, en Belgique, au Québec. Oui. Mais alors du coup, ce projet d'école solidaire, vous en êtes où? Comment ça se construit? Alors, c'est en pleine. On a décidé de participer parce que c'est venu. C'était une opportunité pour le cabinet de pouvoir aider en fait ces enfants-là là-bas. Et c'est en pleine construction à l'heure actuelle. Et puis voilà. D'accord. Et du coup,
Il y a un échange de prévu? Vous avez prévu d'aller peut-être là-bas voir ce que vous avez Alors, monté ou... pas moi personnellement, mais oui, le président, par exemple, de José Ignacio de chez ARPA, c'est lui qui est en plein dedans, on dirait. Et puis voilà, c'est lui qui est en train de s'occuper de toute cette construction-là. D'accord, oui, donc on est dans un vrai accompagnement, même Oui, humain, pas que financier. oui, Ou, oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ok. La Continuons. prochaine. Merci. Ouais. Que représente l'Interpro pour vous? Hmm, Ouais, vaste sujet. Alors c'est vrai que peut-être une spécificité un petit peu française, mais chez nous, l'interprofessionnalité est un sujet vraiment d'actualité. C'est-à-dire on a pas mal de regroupements de professions. Donc, si je prends l'exemple de ma profession, commissaire de justice, il y a quelques années de ça, on était huissier de justice et il y avait les commissaires-priseurs, on a d'accord. fusionné. Et c'est vrai que depuis le fameux rapport Attali, les réformes tendent à unifier les professions juridiques en France, euh, quitte à arriver à cette chimère de la profession unique du droit. Donc D'accord. voilà, cette question elle est surtout liée à ça, parce qu'en France, c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc ça peut être intéressant de voir, vous à Mm. l'étranger ou même à l'international, si c'est effectivement aussi important pour vous, cette Alors, question. c'est pas quelque chose qui s'utilise beaucoup, par exemple, au Canada, mais ou même en Espagne. Mais oui, je sais qu'il existe des réseaux au sein duquel en fait il y a plusieurs professionnels de droit, comme tu l'as dit, commissaire de justice, avocat ou autre. Mais moi, à titre personnel, je trouve que c'est une très belle chose, que ça accélère en fait le processus de chaque dossier. Et puis, c'est bien d'ouvrir, de ne pas rester enfermé qu'entre avocats au sein d'un cabinet, mais de pouvoir partager en fait les expériences des professions différentes au sein de droit. Et puis, moi, à titre personnel, je trouve ça très intéressant et très bien pour le futur de la profession ou des professions en fait en droit. C'est peut-être quelque chose que tu auras rapidement l'occasion de découvrir si effectivement il y a cette ouverture de cabinet en France. Oui, Puisque bah, si je reste sur ma profession de commissaire de justice, où on travaille de façon étroitement liée, puisqu'on signifie les assignations, les décisions de mm. justice et on exécute les jugements que vous avez obtenus. C'est Donc, ça, mais ça permet de gagner du temps en fait. D'avoir un commissaire de justice qu'on connaît comme un confrère et de pouvoir, justement, en fait, surtout quand il y a des urgences, c'est très bien d'avoir quelqu'un sur place qui puisse rapidement signifier un acte et je trouve ça très intéressant et très pratique. oui, c'est tout à fait. Puis c'est vrai que c'est aussi du coup la force du réseau Oui, Eurojuris France, pardon, qui, euh, qui a ce côté interprofessionnalité avec les commissaires de justice. Ça permet, comme tu l'as dit au début, de se connaître, oui, de se dire les choses clairement, de se faire confiance c'est et ça. donc de pallier aux urgences. C'est ça, mais c'est surtout, je suis complètement d'accord avec toi, c'est de se faire confiance. C'est beaucoup plus simple, en fait, si j'ai un dossier en France, un investisseur espagnol qui désire investir en France, par exemple, la première chose, naturellement, à quoi je vais penser, c'est, ah, j'ai parlé déjà lors d'un congrès avec une consoeur ou un confrère, donc forcément, je vais penser directement à cette personne-là, et parce que on a eu un feeling qui est passé, et je vais je vais pouvoir lui faire confiance naturellement et pouvoir l'appeler, lui dire oui, j'ai un tel dossier là-bas, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux t'en occuper et puis voilà, donc c'est ça qui est bien. Oui, c'est une richesse. Oui, 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 et surtout quand on ne discute pas lors des congrès que des sujets de droit, on a d'autres conversations aussi, la passion de chacun, on peut débattre sur d'autres sujets, du coup ça permet de tisser des liens plus rapidement et avoir cette confiance-là. Qui est petit à petit, je suppose qu'avec moi, j'ai assisté à un seul congrès, mais avec le temps, si j'assiste à d'autres,
ça va permettre juste de en fait, approfondir cette relation-là. On continue ? On Allez, continue. on n'est pas à la moitié encore. Je les prends un peu dans l'ordre. Depuis quand et pourquoi avoir intégré Eurojuris ? Alors, comme je t'ai dit, moi, personnellement, depuis peu, mais le cabinet, il a intégré Eurojuris International en 2007. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, le fondateur, qui s'appelle José Antonio Arrieta, et l'un des associés, Fernando Armendariz, qui est le responsable du département droit international au cabinet, il voulait en fait un réseau au sein duquel il y a des professionnels de droit avec, je dirais, les mêmes standards de qualité que nous, la même éthique. Et puis, ils ont trouvé Eurojuris et ils se sont rendus compte avec les années que la gestion des dossiers et pouvoir s'occuper en fait de nos clients et les encourager à s'internationaliser, ça a aidé beaucoup grâce au réseau Eurojuris. Donc ça et ça nous a confirmé en fait, ça nous a rassuré dans l'idée qu'ils ont fait le bon choix depuis 2017 que d'intégrer en fait Eurojuris International. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a une question de valeur partagée et Oui. de praticité, d'exercice quotidien de son métier. Ça. C'est un peu une porte ouverte vers le monde et avec des professionnels de qualité et qu'il y ait un peu le côté humain aussi, c'est quelque chose de très important pour nous et travailler avec des professionnels qui partagent aussi les mêmes objectifs, qui soient aussi ouverts vers l'international, qui comprennent que notre orientation, au-delà en fait des frontières. Et puis, et on a remarqué que c'était le cas. Donc voilà. Ok. Eh bien, allez, on continue. Allez. Prochaine question. Ah, tu changes. Tu Oui. respectes plus l'ordre. C'est ça. Vous avez bien mélangé de toute façon. Donc, on va dire que le hasard doit choisir là pour nous. Quel est votre événement marquant, anecdote au sein d'Eurojuris ? Anecdote, j'en aurais pas. J'ai assisté juste à un seul en janvier à Valencia, en Espagne. Mais un événement marquant. Alors, un moment marquant, je dirais, l'accueil chaleureux que j'ai pu avoir. Moi, c'était la première fois qu'ils me voyaient. C'était la première fois que je les voyais aussi. Et il y a eu un très bon accueil. Et puis, la richesse des échanges aussi, c'était très bien. L'organisation, ça, c'est quelque chose que moi, je tiens à saluer personnellement, l'organisation de ce congrès-là, parce que ça paraît très simple de te lever le matin, prendre ton petit-déj avec une consoeur ou un confrère et suivre en fait le programme. Et on dirait que c'est très simple, mais je sais que derrière, il y a eu un grand travail d'organisation pendant des mois. Et puis, et pour ça, honnêtement, je tiens à remercier à Virginie et Jemina qui ils ont fait un travail considérable, j'en suis sûre. Ça paraissait très naturel, mais il y a un travail considérable derrière. Donc voilà. bah, écoute, merci pour ces mots et pour ces compliments. C'est toujours agréable. Quand les choses sont bien faites, je pense qu'il faut le dire. Mais du coup, pas d'anecdote. Donc, on a été très sages sur ce congrès. C'est ce qui ressort. Je peux... On peut tout dire. On peut tout dire. On en a déjà eu quelques-unes un peu sympas, donc oui, on peut tout dire. Alors... il était festif, ce congrès. on va dire ça. Il était festif. Il y a eu un peu de pluie, d'ailleurs, assez rare à Valence. Oui. Mais pendant la visite, il y a eu, mais il y a les eu un derniers peu de jours, pluie. on a eu le beau temps, donc c'était bien. Ouais. On a eu le beau temps, on a eu des températures plutôt clémentes. Oui. Donc, franchement, ça va. Mais non, le il y avait congrès une était un peu ambiance assez détendue. Tout le monde parlait avec tout le monde. C'était amical aussi. Donc, on oubliait parfois qu'on était dans le cadre du travail ou en train de faire du networking ou des choses comme ça. Et ça, franchement, c'était chouette, c'était agréable. Non, je te rejoins, c'était un beau congrès. Oui, ça permet de te lâcher un peu plus, de connaître la personne. Et franchement, oui. En plus, l'endroit est sympa. Et l'hôtel était magnifique. Vue mer. Donc, non, c'était chouette. Bah écoute, tant mieux. Allez, il nous reste 2 petites questions. Allez.
Qu'attendez-vous de ce réseau? Que souhaitez-vous apporter? Alors, ce qu'on attend, c'est, je dirais, de continuer à approfondir nos connaissances juridiques mutuelles. Je pense que c'est important de comprendre les évolutions juridiques de nos voisins, et notamment la France. Et puis, qu'est-ce que nous, on a apporté? Eh bien, on souhaite apporter avec ce nouveau projet Francophone Desk notre expertise sur le marché francophone, et que j'espère ça passera bien. Mais oui, je pense que c'est de continuer à travailler de cette manière-là, très naturelle et dynamique, et avec les autres consoeurs et confrères. Ok, je te remercie. Dernière question, dernière carte. Ah, les... Donc oui, la cartes, carte blanche. Ouais, pour finir, c'est pas plus mal. Donc on a effectivement balayé on n'a pas fait exprès. On a balayé un certain nombre de questions qui nous ont permis de te connaître, de présenter le cabinet, de comprendre les liens que tu avais avec Eurojuris International et donc Eurojuris France. Et donc là, maintenant, la carte blanche, c'est tu as carte blanche. On te laisse t'exprimer sur le sujet dont tu as envie, qui te tient à cœur, juridique, pas juridique. Enfin, voilà, c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux. Ok. Elle est compliquée. Il n'y a pas de question, mais du coup, ça complique la tâche. À la page blanche, c'est toujours plus compliqué. Alors moi, je tiens à mettre l'accent sur l'importance de l'interculturalité dans notre métier. Et, en fait, dans un monde où les frontières juridiques, elles sont évidentes et elles existent, il me paraît important que l'avocat puisse traduire juridiquement les différentes cultures qui nous entourent. Puisqu'on pense, moi je fais du droit des affaires, et souvent on me dit que c'est la spécialité la moins humaine par rapport à d'autres spécialités, comme par exemple le droit de la famille ou le droit pénal. Mais je pense qu'il y a un côté, quand même, en droit des affaires, il y a un côté humain qu'il ne faut pas négliger, parce que même si on est face à une opération complexe, derrière chaque contrat, je pense, et derrière chaque entreprise, il y a toujours des cultures et des façons de penser qui sont différentes, puisque négocier un contrat avec une entreprise japonaise n'est pas la même. On ne procède pas de la même manière, on n'utilise pas la même démarche, la même stratégie qu'avec une entreprise française ou une entreprise canadienne, justement parce que les cultures, elles diffèrent. Et l'avocat, je pense qu'il va jouer un rôle important, et il va être un peu l'intermédiaire entre ces cultures-là. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai réussi le test de la carte blanche. Si, ouais, c'était plutôt intéressant. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Je trouve que même à titre personnel, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt intéressant ce que tu évoques. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à développer là-dessus. Effectivement, tenir compte des biais de chacun dans la négociation d'un contrat, quel qu'il soit. Parce qu'effectivement, la pensée occidentale est très éloignée de la pensée ou de savoir être ou vivre, je ne sais pas trop comment le dire, mais asiatique ou africain. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas déjà. Enfin, en France, on ne nous l'enseigne pas, ça c'est sûr, et qu'on a tendance à pas prendre ou peut prendre en considération. Donc c'est Mais je pense que c'est important pour pouvoir mener à bien une opération et parvenir au closing, par exemple, d'un contrat, parce qu'on a justement compris que moi, je ne vais pas avoir la même démarche avec un confrère français qu'avec un confrère québécois, parce qu'ils ont des cultures complètement différentes. Et au-delà du droit aussi qui est différent, mais du coup, même en droit des affaires, il y a un côté un peu humain auquel il faut qu'on pense.
parce que notre approche, elle va changer. Et ça ne veut pas dire qu'on va changer de personnalité à chaque fois, mais cette première approche qu'on va avoir avec une entreprise dans notre pays, je pense qu'il faut la tenir en compte pour respecter justement la culture de l'autre. Oui, et être sûr d'emporter le consentement de chacun, en fait. Oui, Finalement. exactement. Oui. Non, belle carte Voilà. blanche. Voilà. Test réussi alors. Ouais. Bah, écoute, l'épisode touche à sa fin. Kautar, merci de ta participation. Merci d'être Avec venu, plaisir. venu aujourd'hui pour échanger un petit peu. Et écoute, je te dis au revoir, à très bientôt. Et au revoir à tous, à bientôt pour un nouvel épisode de podcast d'Eurojuris.